Helen Gray se tenait à la fenêtre, regardant la route qui menait à sa maison à travers les fourrés d'absinthe. Elle n'attendait personne. Elle regardait simplement, car c'était devenu une habitude au cours des 6 derniers mois. Depuis la mort de Thomas, elle se surprenait souvent à se tenir devant cette fenêtre, scrutant le vide, comme si elle espérait voir sa silhouette se dessiner à l'horizon. Mais Thomas ne reviendrait pas. Elle le savait depuis cette nuit où on l'avait ramené à la maison sur une charrette, recouvert d'une bâche. Dehors, le vent chassait les herbes sèches le long de la clôture. Hélène passa la main sur le cadre en bois, sentant la rugosité du bois brut sous ses doigts. La maison était petite, avec seulement 3 pièces, mais Thomas l'avait construite lui-même, ajustant chaque planche à la main. Maintenant, cette maison semblait bien trop grande pour une femme seule. Elle se détourna de la fenêtre et posa son regard sur la table où se trouvait un morceau de pain à peine entamé. Le matin même, elle avait cuit une miche entière, tout en sachant qu'elle n'en mangerait même pas la moitié. Elle ne pouvait tout simplement pas rester sans rien faire. Ses mains devaient rester occupées, sinon ses pensées devenaient insupportables. Hélène avait 32 ans, mais elle se sentait vieille. Dans le miroir au-dessus du lavabo, elle voyait une femme aux yeux fatigués, avec des cheveux qui commençaient à grisonner sur les tempes. Sa robe, grise avec un col blanc, était propre mais usée. Elle la portait pour la 3e année consécutive, car elle ne voyait pas l'intérêt d'en coudre une nouvelle. Pour qui? Un coup à la porte la fit sursauter. Hélène s'immobilisa, tendant l'oreille. Dans cette région, les visites impromptues étaient assez rares. Les gens venaient généralement pour des affaires, acheter des œufs, emprunter un outil, demander de l'aide. Mais depuis la mort de Thomas, les voisins se faisaient plus rares. Non pas par manque d'affection, mais parce qu'ils ne savaient pas quoi dire à une veuve qui répondait toujours que tout allait bien. Le coup se répéta, faible, hésitant. Elle s'approcha de la porte et l'ouvrit. Sur le seuil se tenait un garçon, maigre, âgé d'environ 12 ou 13 ans. À cet âge, c'est difficile à dire, surtout si un enfant est sous-alimenté. Il portait un pantalon usé qui avait dû être marron autrefois, mais qui était maintenant délavé dans une teinte indéfinissable de gris-jaune. Sa chemise flottait sur lui, les manches retroussées jusqu'au coude. Son visage était sale, ses cheveux sombres étaient bourriffés, comme s'il ne s'était pas lavé depuis une semaine. Mais ce qui frappa le plus Hélène, ce furent ses yeux, gris, méfiants, remplis d'une prudence presque animale. Il la regardait de bas en haut, les lèvres pincées, en silence. « Tu as besoin de quelque chose ?» demanda Hélène, s'efforçant de parler doucement. Le garçon hocha la tête, mais ne répondit pas tout de suite. Il se balança d'un pied sur l'autre, comme s'il pesait chaque mot. « Auriez-vous quelque chose à manger ?» Sa voix était rauque, grave pour son âge. « Je peux payer, ou travailler en échange. » Hélène l'examina plus attentivement. Le garçon n'avait ni bourse ni sac à la ceinture. Juste une corde usée en guise de ceinture. Ses mains étaient sales, ses ongles cassés. Et il était pieds nus, en octobre. « D'où viens-tu » demanda-t-elle. « De la ville » répondit-il brièvement. « J'ai marché pendant 2 jours. » La ville se trouvait à 20 miles de là, 2 jours de marche, sans chaussures, sur des routes rocailleuses. Seul, il hocha de nouveau la tête. « Comment t'appelles-tu » ? « Roy. » Hélène hésita. L'idée que ce pourrait être un piège lui traversa l'esprit. Un garçon qui vient demander de la nourriture, tandis que des bandits attendent au coin de la rue. De telles choses arrivaient. Mais quelque chose dans son regard lui disait qu'il n'était qu'un enfant affamé et très effrayé. « Que t'est-ce » dit-elle en s'écartant. Roy s'arrêta sur le seuil, comme s'il n'arrivait pas à croire qu'on le laissait entrer. Puis il franchit lentement le pas et s'immobilisa près de la porte, n'osant pas avancer davantage. Il regardait autour de lui, étudiant la pièce, la table, les 2 bancs,
le poêle dans le coin, les étagères avec la vaisselle. Tout était simple, propre, pauvre. « Assieds-toi », dit Hélène en désignant le banc près de la table. Il s'assit, mais resta tendu, comme prêt à bondir, et à s'enfuir à tout moment. Hélène s'approcha du poêle, prit la miche de pain et en coupa une tranche épaisse. Puis elle versa de l'eau d'une cruche dans une tasse et posa le tout devant le garçon. « Que d'avance !» Roy prit le pain, mais ne commença pas à manger immédiatement. Il la regardait, comme s'il s'attendait à un piège. Hélène se détourna pour lui permettre de se détendre et se mit à balayer le sol près du poêle. Elle l'entendit enfin mordre dans le pain, puis une autre fois. Il mâchait vite, avec avidité, mais essayait de le faire sans bruit. Hélène balayait lentement, lui laissant le temps. Elle savait que si elle commençait à poser des questions tout de suite, il se renfermerait ou s'enfuirait. Elle avait déjà vu des enfants comme lui, ceux qui avaient appris à ne pas faire confiance aux adultes. Quand elle eut fini de balayer, Roy avait déjà terminé son pain et bu son mijo. Il était assis, le regard fixé sur sa tasse vide, silencieux. « Tu en veux encore ?» demanda Hélène. Il secoua la tête. « Merci, madame. » Elle s'assit en face de lui, les mains croisées sur la table. Caution 14. Il leva les yeux vers elle, et il y avait une telle méfiance dans son regard qu'Hélène comprit qu'il était en train de décider s'il allait lui mentir ou non. « Je travaillais à la foire, » dit-il finalement. « J'ai désamonté les tentes, je portais des caisses. Le patron avait promis de me payer, mais il ne l'a pas fait. Il a dit que je lui devais de l'argent pour la nourriture. Je ne voulais pas rester là-bas, alors je suis parti. » Hélène connaissait cette foire. Chaque année, elle s'installait en ville pour une semaine, apportant avec elle le bruit, les rires, les hommes ivres et les pickpockets. Thomas disait toujours que ceux qui travaillaient dans les foires étaient ceux qui ne trouvaient pas de travail normal. Des escrocs, des joueurs de cartes, des fugitifs et des orphelins embauchés pour une bouchée de pain et forcés de travailler jusqu'à l'épuisement. Côté 117. Roy garda le silence, mais son silence était une réponse. Côte 618. Côte 619. Hélène regarda ses mains. Elles étaient couvertes d'égratignures, avec de vieilles cicatrices sur les jointures. Les mains de quelqu'un qui avait travaillé dur, et souvent sans gants. Côte 620, côte 600, côte 630, dit Hélène, et c'était la vérité. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle le croyait. Peut-être parce qu'elle-même savait ce que c'était que d'être seule au monde. Après la mort de Thomas, elle s'était sentie orpheline. Elle aussi, bien qu'elle eût 32 ans. « Côte 623, si, dit-elle. Côte 624. » Roy la regarda avec un tel étonnement qu'il semblait ne pas en croire ses oreilles. « Vraiment ? Vraiment. Mais seulement pour une nuit. Je n'ai pas de travail pour toi, et je ne peux pas nourrir une bouche de plus. » Elle avait dit cela d'un ton sévère, mais quelque chose se serra en elle. Elle vit l'espoir dans ses yeux et sut qu'elle était en train de le briser. Mais que pouvait-elle faire? Elle joignait à peine les deux bouts elle-même. Elle avait quelques poules, un petit potager, et un peu d'argent que Thomas avait mis de côté avant de mourir. C'était assez pour elle seule, mais pas pour deux. « 14,27 » dit Roy doucement. « 6,28 » Il se leva, s'apprêtant à aller à la grange, mais Hélène l'arrêta. « 6,29 » Elle apporta une bassine, y versa de l'eau tiède du chaudron sur le poêle et lui donna un morceau de savon. « Lave-toi au moins le visage, et lave-toi bien les mains. » Roy s'approcha docilement de la bassine et commença à se laver. Hélène se détourna, lui laissant son intimité, et s'occupa de ses affaires. Mais du coin de l'œil, elle le voyait se laver le visage et les mains, lentement, avec application, comme s'il le faisait pour la première fois depuis longtemps. J'étais. L'eau dans la bassine devint rapidement d'un gris sale.
Quand il eut terminé, son visage était plus propre, et Hélène vit qu'il n'était encore qu'un garçon. Pas le gamin des rues qu'il semblait être sur le seuil, mais simplement un enfant effrayé qui avait appris à survivre trop tôt. « Maintenant, va à la grange, dit-elle. Je vais te préparer un lit là-bas. » Elle le conduisit à travers la cour jusqu'à la grange, où étaient entreposés les outils et le foin. Elle sortit une vieille couverture que Thomas utilisait pour le cheval et l'étendit sur le foin. « Tu auras chaud ici, tu peux fermer la porte de l'intérieur si tu as peur. Yenei. »« Merci, madame, » dit Roy, la regardant avec gratitude. « Vous êtes triste, vous êtes très bonne. » Hélène voulut dire qu'elle n'était pas bonne, qu'elle ne pouvait simplement pas mettre un enfant affamé dehors pour la nuit. Mais elle se tut. Elle lui fit un signe de tête et sortit, refermant la porte de la grange derrière elle. De retour dans la maison, elle s'approcha de nouveau de la fenêtre. La nuit tombait, le vent s'était calmé et l'air était devenu froid, comme toujours les soirs d'automne. Hélène pensa au garçon dans la grange, au nombre de nuits qu'il avait dû passer à la belle étoile avant d'arriver chez elle. Elle pensa que demain, il partirait et qu'elle serait de nouveau seule. Et pour la première fois en 6 mois, elle ressentit autre chose que le vide. Hélène se réveilla tôt, comme toujours. Avant même l'aube, elle était déjà près du poêle, allumant le feu. Le bois crépitait, emplissant la maison de l'odeur familière de fumée et de chaleur. Elle posa une marmite d'oiseau sur le feu et commença à pétrir la pâte pour les galettes. Ses mains bougeaient d'elles-mêmes vers Mimi. Elle l'avait fait si souvent qu'elle pouvait cuisiner sans même y penser. Mais aujourd'hui, ses pensées ne lui laissaient aucun répit. Elle pensait à Roy qui dormait dans la grange. Toute la nuit, elle s'était retournée, essayant de se convaincre qu'elle agissait correctement en le laissant partir. Elle n'avait pas les moyens d'élever un enfant, pas d'argent pour une bouche supplémentaire, pas la force de s'occuper de quelqu'un d'autre alors qu'elle tenait à peine le coup elle-même. Mais quand elle fermait les yeux, elle revoyait son visage, sérieux, méfiant, avec ses yeux vieillis qui avaient vu trop de choses pour un garçon de 12 ans. Hélène étala la pâte et commença à former les galettes, les déposant sur la poêle chaude. Elles grésillèrent, emplissant la maison d'une odeur appétissante. Elle en prépara plus que d'habitude, 6 galettes au lieu de 2. Puis elle sortit un morceau de viande séchée qu'elle gardait pour l'hiver et le coupa en fines tranches. Quand tout fut prêt, elle couvrit les galettes d'un linge propre et sortit dans la cour. Le matin était froid. L'air vif et transparent. Le ciel commençait à peine à s'éclaircir à l'est, se teintant d'un rose pâle. Hélène se dirigea vers la grange et s'arrêta devant la porte, tendant l'oreille. Le silence régnait à l'intérieur. Elle frappa. « Roy, tu dors ?» Pas de réponse. Hélène poussa la porte et jeta un coup d'œil à l'intérieur. La grange était vide. La couverture était soigneusement pliée sur le foin et le garçon était introuvable. Le cœur d'Hélène rata un battement. Elle sortit et regarda autour d'elle. La cour était déserte, aucune trace. Il était parti. Elle resta plantée au milieu de la cour, ressentant une étrange déception. « Eh bien, c'est mieux ainsi, » se dit-elle. Pas besoin de se dire au revoir, pas besoin de le regarder s'éloigner sur la route, affamé et pieds nus. Hélène s'apprêtait à rentrer dans la maison quand elle entendit le bruit d'une hache. Elle se retourna et suivit le son, contournant la maison. Derrière le coin, près de l'abri à bois, se tenait Roy. Il fendait du bois, pas très habilement, mais avec application. Il levait la hache au-dessus de sa tête et l'abattait avec force sur une bûche. Parfois, il visait juste et la bûche se fendait. Parfois, il manquait son coup et la hache se coinçait dans le bois. À côté de lui, une petite pile de bois de chauffage était déjà soigneusement rangée. Hélène s'arrêta à quelques pas de lui, l'observant. Roy était en sueur malgré le froid matinal. Sa chemise lui collait au dos. Ses cheveux étaient trempés. Il ne la remarqua pas.
trop concentrée sur son travail. Elle attendit qu'il fende une autre bûche et seulement alors l'appela. « Roy ». Il sursauta et se retourna. Son visage était rouge d'effort, ses yeux écarquillés de peur. « Que t'oblige-t-on ? » Il parlait vite, en bégayant, craignant manifestement qu'elle ne se fâche. « Arrête », dit Hélène en levant la main. « Je ne suis pas en colère. Juste surprise. Tu sais fendre du bois ?»« Pas très bien, » admit Roy. « Mais je peux apprendre. Mon oncle m'a montré quand j'étais petit. Je me souviens. » Hélène regarda la pile de bois. Les bûches étaient découpées de manière inégale, mais avec soin. Il avait vraiment essayé de bien faire. « Très bien, » dit-elle. « Finis cette pile et viens prendre ton petit déjeuner. » Elle ne lui laissa pas le temps de protester, se retourna et retourna vers la maison. Mais à l'intérieur, quelque chose se réchauffait. Ce garçon n'avait pas simplement pris la nourriture et disparu. Il était resté et avait essayé de rembourser sa dette. Quand Roy entra dans la maison, Hélène avait déjà mis la table. Des galettes, de la viande, une tasse de lait. Il s'arrêta sur le seuil, regardant la table, avec incrédulité. Roy s'assit, mais ne toucha pas à la nourriture. « Madame Gray, je ne peux pas manger tout ça. C'est beaucoup trop. Mange autant que tu veux. Tu emporteras le reste avec toi. » Il la regarda, et il y avait une telle gratitude dans ses yeux qu'Hélène dut se détourner. Elle se versa du café du chaudron et s'assit en face de lui. « Tu as bien travaillé ce matin, » dit-elle. « J'avais besoin de ce bois, merci. »« Je peux travailler encore, » dit rapidement Roy. « Si vous avez besoin, je peux réparer la clôture, ou nourrir les poules, ou... » Roy, l'interrompit Hélène. Code 654. Il se tut, baissant les yeux sur son assiette. Code 655. Hélène serra sa tasse entre ses mains, sentant la raison et le cœur se battre en elle. La raison lui disait qu'elle ne pouvait pas se permettre d'avoir un enfant, qu'elle avait à peine assez d'argent pour elle-même, qu'elle ne s'en sortirait pas. Mais son cœur disait autre chose. Elle regarda Roy, ses épaules maigres, ses mains égratignées par le travail, son visage trop sérieux pour son âge. Et elle se souvint de ce que Thomas lui avait dit un jour, que la chose la plus terrible en ce monde était l'indifférence, qu'on pouvait survivre à la faim, au froid, à la douleur, mais qu'il était impossible de survivre au fait que personne ne vous voyait. « D'accord, » dit-elle doucement. « Tu peux rester quelques jours de plus, tu m'aideras avec les corvées. Je te donnerai un toit et à manger, et puis on verra. » Roy leva la tête, et il y avait tant d'espoir dans ses yeux qu'Hélène en eut peur. Elle lui donnait de l'espoir, mais pas une promesse. Et elle savait que c'était dangereux. « Merci, Madame Gray, » dit-il d'une voix rauque. « Koto 69, Koto 600, » dit-elle sévèrement. « Koto Sekiya. » Elle se leva de table, signifiant que la conversation était terminée. Mais en passant près de lui, elle posa un instant la main sur son épaule, un contact léger et bref, comme elle le faisait avec Thomas quand elle voulait montrer que tout irait bien. Roy se figea, comme si ce contact l'avait brûlé, ou peut-être simplement surpris, parce que personne ne l'avait touché ainsi depuis longtemps. Ce jour-là, Roy travailla sans relâche. Il fendit tout le bois qui se trouvait dans la cour. Puis il répara une planche cassée de la clôture, bien qu'Hélène ne le lui ait même pas demandé. Il trouva de vieux clous dans la grange, les redressa avec une pierre et recloua la planche. Le travail était fait maladroitement, mais solidement. Hélène l'observait depuis la fenêtre, faisant semblant d'être l'occupée. Elle voyait comment il s'efforçait de toutes ses forces, comment il essayait de prouver qu'il méritait une place dans sa maison. Et cela la touchait et l'effrayait à la fois. Le soir, Roy était si épuisé qu'il tenait à peine debout. Hélène l'appela dans la maison et lui servit à dîner une soupe de pommes de terre avec des morceaux de viande, du pain, de l'eau. Il mangea en silence, sans lever les yeux. « Tu as trop travaillé, »
dit Hélène. « Demain, ne force pas autant, sinon tu tomberas de fatigue. » « Je vais bien, madame, » répondit Roy. « J'ai l'habitude de travailler. » Avoir l'habitude ne veut pas dire que tu dois travailler jusqu'à l'épuisement. Tu es encore un enfant, Roy. Tu as besoin de repos. Il la regarda avec surprise, comme si c'était la première fois que quelqu'un le traitait d'enfant. Dit fermement Hélène. Roy hocha la tête, mais il y avait de l'incompréhension dans ses yeux. Hélène comprit que ce garçon n'avait jamais connu l'attention. Pour lui, travailler jusqu'à l'épuisement était la norme, un moyen de survivre. Quand le dîner fut terminé, elle le renvoya de nouveau à la grange. Mais cette fois, elle lui donna une autre couverture et un petit oreiller rempli de foin. « Bonne nuit, Roy. »« Bonne nuit, Madame Gray. » Hélène retourna dans la maison et ferma la porte derrière elle. Elle s'adossa contre celle-ci, ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Qu'avait-elle fait? Elle avait laissé entrer dans sa vie un enfant étranger, sans rien savoir de lui, sans savoir si elle pouvait lui faire confiance, sans savoir combien de temps il resterait et ce qui se passerait ensuite. Mais quand elle ouvrit les yeux et regarda la table où se trouvaient encore 2 assiettes, la sienne et la sienne, elle réalisa que pour la première fois en 6 mois, elle n'avait pas dîné seule. Et cela signifiait quelque chose. La nuit fut calme. Hélène était allongée dans son lit, écoutant les bruits de l'extérieur. Le vent bruissait dans l'herbe. Une chouette ululait au loin, mais elle y écoutait surtout le silence de la grange où dormait Roy. Elle pensait à ce qui se passerait demain et le jour d'après. Elle ne savait pas si elle avait bien agi, mais elle savait une chose. Elle ne pouvait plus simplement le laisser partir. Peut-être était-ce égoïste. Peut-être le gardait-elle non pas pour lui, mais pour elle-même. Parce qu'elle ne voulait pas être seule à nouveau. Mais cette nuit-là, pour la première fois en 6 mois, Hélène Gray s'endormit paisiblement. La première semaine passa comme dans un rêve. Hélène établit les règles dès le début. Roy se levait à l'aube, se lavait au puits, l'aidait dans les tâches ménagères. Il nourrissait les poules, portait l'eau, fendait le bois. Elle le nourrissait 3 fois par jour. Petit déjeuner, déjeuner et dîner. Mais après le dîner, il retournait à la grange, tandis qu'elle restait dans la maison. C'était une limite qu'elle avait clairement définie. Il était un invité, un travailleur temporaire, pas un membre de la famille. Mais chaque jour, cette frontière devenait de plus en plus floue. Roy se révéla être un travailleur acharné. Il ne se contentait pas de faire ce qu'on lui disait. Il cherchait lui-même du travail. Un jour, Hélène sortit dans la cour et le trouva en train de nettoyer le puits, enlevant la boue et les feuilles accumulées. Elle ne lui avait pas demandé de le faire. Il avait simplement vu que le puits avait besoin d'être nettoyé, et il l'avait fait. Une autre fois, elle le surprit en train de réparer le toit de la grange. Il y était monté avec un marteau et une poignée de clous qu'il avait trouvés dans une vieille boîte. Et il reclouait les planches détachées. Il travaillait avec concentration, se mordant la lèvre, comme le font les enfants lorsqu'ils s'efforcent de bien faire quelque chose. Hélène le regardait et sentait quelque chose changer en elle. Ce garçon essayait désespérément de prouver son utilité, et elle comprenait pourquoi. Il avait peur qu'on le chasse à nouveau, peur de se retrouver seul, mais elle ne le chassait pas. Les jours passaient, et elle trouvait chaque fois une raison de reporter la conversation sur son départ. Un jour de plus, encore un peu, qu'il finisse la clôture, qu'il l'aide à récolter les pommes de terre. Le 8e jour, elle comprit qu'elle se mentait à elle-même. C'est un soir que cela se produisit. Hélène préparait le dîner, coupant des légumes pour la soupe, tandis que Roy était assis sur le porche, réparant un vieux seau dont l'anse s'était détachée. Il ajustait un fil de fer, essayant de trouver un moyen de le rattacher.
Hélène l'observait à travers la porte ouverte. Le soleil couchant baignait tout d'une lumière dorée. Et dans cette lumière, Roy semblait tout petit, des épaules yaques maigres, des mains fines, un visage qui n'avait pas encore perdu sa douceur enfantine. Elle pensa à ce qu'avaient été ces 2 dernières années, après la mort de son oncle. Dormir où il pouvait, travailler pour des miettes, ne pas savoir s'il y aurait à manger le lendemain, et personne pour prendre soin de lui. « Koto-sandu » appela-t-elle. Il leva la tête. Il se figea et Hélène vit la peur dans ses yeux. Il pensait qu'elle allait lui dire de partir. Lentement, comme s'il marchait vers son exécution, il se leva et entra dans la maison. Hélène posa son couteau et s'essuya les mains sur son tablier. Elle s'assit à la table et lui désigna le banc en face. Côte 75. Roy s'assit, les mains sur les genoux. Il ne la regardait pas, le regard fixé au sol. « Roy, tu vis ici depuis plus d'1 semaine, commença Hélène. Et je vois à quel point tu t'efforces. Tu travailles plus que je ne te le demande. Tu ne te plains jamais. Tu es poli et soigné. » Elle fit une pause, cherchant ses mots. « Mais je ne peux pas te garder ici sans raison. J'ai peu d'argent, Roy. Mon mari est mort il y a 6 mois, et je vis de ce qu'il a mis de côté. Cela me suffira pour l'hiver, peut-être pour le printemps, mais pas pour 2. Roy hocha la tête, toujours sans lever les yeux. « Je comprends, madame. Je partirai demain matin. Merci de m'avoir laissé rester si longtemps. » Sa voix était égale, mais Hélène y entendit de la lassitude. Pas physique, mais morale. Il était habitué à ce qu'on ne veuille pas de lui, habitué à partir. Et c'est précisément ce qui la poussa à dire ce qu'elle dit ensuite. Côte 681, Roy leva enfin la tête et la regarda. Dans ses yeux, il y avait de l'incrédulité mêlée d'espoir. Côte 8. Côte 6 d'accord, dit fermement Hélène. Côte 8. Il hocha la tête et Hélène vit ses lèvres trembler. Il essayait de ne pas montrer ses émotions, mais elle voyait à quel point c'était difficile pour lui. « Je travaillerai, Madame Gray. Je le promets. Je ferai tout ce que vous me direz. » « Ne promets pas trop, » répéta-t-elle. « Fais juste ce que tu as à faire. Et encore une chose. Si tu restes, tu ne m'appelleras plus Madame Gray, mais simplement Hélène. C'est trop formel pour des gens qui vivent sous le même toit. » Roy la regardait comme s'il ne croyait pas ce qui se passait. Côte Sainte-Hélène le regarda attentivement. Elle se leva et s'approcha du poêle, reprenant la préparation du repas. « Ce soir, c'est ta dernière nuit dans la grange. Demain, je te préparerai la petite chambre à côté de la cuisine. Les affaires de mon mari y sont rangées, mais je vais te les enlever. Ce sera ton lit. » Roy restait assis, immobile, et Hélène sentait son regard sur son dos. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-il doucement. « Vous me connaissez à peine. » Hélène s'arrêta, une cuillère en bois à la main. Elle ne répondit pas tout de suite. Comment lui expliquer ce qu'elle-même ne comprenait pas entièrement? Parce qu'après la mort de Thomas, cette maison était devenue trop silencieuse, dit-elle enfin. Parce que je vois tes efforts, et ça compte, et parce que peut-être, nous avons tous les 2 besoin de compagnie. Elle ne se tourna pas vers lui, continuant de remuer la soupe. « Mais cela ne veut pas dire que je serai ta mère, Roy. Je ne remplacerai pas ta famille. C'est juste un accord. Du travail en échange d'un toit et de nourriture. Rien de plus. » « Je comprends, » dit Roy. « Je n'ai pas besoin d'une mère. J'ai juste besoin d'un endroit où on ne me chassera pas. » Hélène ferma les yeux un instant. Ces mots la blessèrent net plus qu'elle ne s'y attendait.
Ce garçon était si habitué à ne pas être désiré qu'il ne rêvait même pas de plus. Il lui suffisait de ne pas être chassé. Ce soir-là, ils dînèrent en silence. Mais ce n'était pas un silence tendu, mais apaisé, comme si un accord avait été conclu entre eux. Après le dîner, Hélène donna à Roy une serviette propre et un morceau de savon. « Demain matin, on s'occupera de ta chambre. Pour ce soir, va à la grange, mais emporte ça avec toi. Lave-toi bien, et demain matin, je te couperai les cheveux. » Et Roy prit la serviette et la regarda avec surprise. « Me couper les cheveux? Tes cheveux t'arrivent aux épaules. Ce n'est ni hygiénique ni pratique. Je vais te les couper plus courts, pour que tu sois plus à l'aise pour travailler. » « D'accord, » accepta-t-il. « Merci. » Quand il fut parti, Hélène resta seule dans la maison. Elle se tenait à la fenêtre, regardant la silhouette sombre de la grange, et se demandait ce qu'elle avait bien pu faire. Elle avait laissé entrer un enfant dans sa vie, un étranger, un inconnu, avec un passé dont elle ne savait presque rien. Elle lui avait promis un toit et de la nourriture, alors qu'elle-même joignait à peine les deux bouts. Mais, au fond d'elle, elle savait qu'elle ne l'avait pas fait pour lui. Elle l'avait fait pour elle-même. Parce qu'après la mort de Thomas, elle ne se sentait qu'à moitié vivante, comme si une partie d'elle était morte avec lui. Elle se réveillait, mangeait, travaillait, se couchait, et tout cela se faisait mécaniquement, sans aucun sens. Et maintenant, elle avait une raison. Quelqu'un dont il fallait s'occuper, quelqu'un qui avait besoin d'elle. Hélène savait que c'était égoïste, mais cette nuit-là, elle s'autorisa à ne pas y penser. Le lendemain matin, elle réveilla Roy tôt. Et il sortit de la grange, lavé et peigné, et Hélène vit qu'il avait vraiment essayé de se mettre et en ordre. Ses cheveux étaient peignés en arrière, son visage propre, ses vêtements, bien que vieux, étaient soignés. « Asana, qui, assieds-toi », dit-elle en désignant un banc dans la cour. Roy s'assit, et Hélène sortit les ciseaux avec lesquels elle coupait habituellement les cheveux de Thomas. Elle se plaça derrière lui et commença à couper, enlevant les longues mèches. Les cheveux tombaient sur le sol, sombres et doux. « Cote 705, dit-elle, lorsque Roy tenta de tourner la tête. « Cote 706. » Hélène travaillait en silence, concentrée. Elle coupait lentement, avec application, s'efforçant de faire une coupe droite. C'était une sensation étrange de toucher un enfant étranger, de lui couper les cheveux, comme elle le faisait autrefois pour son mari. Quand elle eut terminé, Roy passa la main dans ses cheveux et la regarda avec gratitude. « Code 767, code 78, » dit Hélène. « Code 769. » Ils entrèrent et Hélène le conduisit dans la petite pièce à côté de la cuisine. Auparavant, les affaires de Thomas y étaient entreposées. Ses outils, ses vieux vêtements, ses livres. Mais ce matin-là, Hélène avait tout rangé. La pièce était vide, à l'exception d'un lit étroit contre le mur et d'une petite fenêtre. « C'est ici que tu dormiras, » dit Hélène. « Je ferai le lit plus tard. Pour l'instant, il n'y a que le matelas, mais il est propre. » Roy entra dans la pièce et s'arrêta au milieu, regardant autour de lui. Son visage était sérieux, mais ses yeux brillaient d'une lueur qui ressemblait à du bonheur. « C'est ma chambre ?»« Oui, la tienne. Tant que tu vivras ici, c'est ton espace. Tu pourras y garder tes affaires, si tu en as un jour. » Roy s'approcha lentement du lit et s'assit sur le bord du matelas. Il posa les mains sur ses genoux et resta simplement assis, regardant par la fenêtre. « Je n'ai jamais pensé que j'aurais de nouveau ma propre chambre, » dit-il doucement. « Après la mort de mon oncle, je dormais n'importe où, sur le foin, par terre, sous des charrettes. Et ici, j'ai un lit,
et une fenêtre. Hélène se tenait sur le seuil, l'observant, et sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. « Code 716, dit-elle, sans même réfléchir à ces mots. Il se tourna vers elle, et il y avait une telle gratitude dans ses yeux qu'Hélène dut se détourner. Parce qu'à ce moment-là, elle comprit qu'elle avait dit la vérité. C'était une maison, sa maison, et peut-être la sienne aussi. Octobre laissa place à novembre, et l'air devint vraiment froid. Roy vivait chez Hélène. Hélène depuis 1 mois. Et pendant ce temps, beaucoup de choses avaient en changé. La maison, qui semblait autrefois vide et sans vie, était maintenant remplie de sons. Le grincement du plancher sous les pas du garçon, le bruit de la hache dans la cour, sa voix quand il parlait aux poules, comme si elle pouvait un peu le comprendre. Hélène s'habitua à sa présence plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Le matin, elle se réveillait au son de lui fendant déjà du bois. Au petit déjeuner, il était assis en face d'elle, mâchant son pain en silence, mais sa présence rendait le matin moins solitaire. Le soir, pendant le dîner, il lui racontait parfois ce qu'il avait fait dans la journée. Réparer la porte du poulailler, nettoyer la gouttière, trouver une vieille pelle dans la grange et l'aiguiser. Il parlait peu, mais ses mots étaient toujours pertinents. Hélène appréciait cela. Elle n'aimait pas les conversations futiles. Mais malgré tout, une distance subsistait entre eux. Roy ne se permettait jamais d'excès. Il n'entrait pas dans la chambre d'Hélène sans frapper, ne touchait pas à ses affaires, ne posait pas de questions personnelles. Il se tenait à distance, comme s'il craignait de franchir une frontière invisible et de briser le fragile équilibre de leur accord. Hélène, elle aussi, gardait ses distances. Elle prenait soin de lui, le nourrissait, lavait ses vêtements, veillait à ce qu'il ne se surmène pas, mais elle ne le serrait jamais dans ses bras, ne lui caressait pas la tête, ne lui disait pas de mots tendres, parce qu'elle avait peur de s'attacher, peur que si elle ouvrait son cœur, elle ne supporterait pas son départ. Car il partirait un jour, c'est toujours comme ça. Mais un soir froid de novembre, quelque chose changea. Roy travaillait dans la cour, réparant une vieille brouette, quand la pluie se mit soudain à tomber. Pas une simple pluie d'automne, mais une véritable averse qui s'abattit sur la terre, avec une telle force que le ciel semblait s'être déchiré. Hélène, à la fenêtre, regarda Roy jeter ses outils et courir vers la maison, se protégeant la tête avec les mains. Il entra en trombe, trempé, l'oyo dégoulinant de ses cheveux et de ses vêtements, formant des flaques sur le sol. « Côte 717 » allaita-t-il, à bout de souffle. « Côte 718 »« Côte 719 » ordonna Hélène, sortant déjà une serviette. « Côte 719 » Roy retira sa chemise et Hélène vit sa poitrine maigre, ses côtes saillantes sous la peau. En 1 mois, il avait un peu grossi, mais il était encore trop mince. Elle lui jeta la serviette et lui ordonna de se frictionner. « Côte 721 »« Côte 732 » Hélène fronça les sourcils. Elle avait complètement oublié qu'il n'avait pas de vêtements de rechange. Tout ce qu'il portait, c'était ce même pantalon usé et cette chemise avec lesquels il était arrivé 1 mois plus tôt. Côte 723. Elle se rendit dans sa chambre et ouvrit un vieux coffre où étaient rangées les affaires de Thomas. Pendant longtemps, elle n'avait pas pu se résoudre à y toucher. Chaque chemise, chaque pantalon lui rappelait son mari. Mais maintenant, elle sortit une de ses vieilles chemises, encore solide, juste un peu délavée. De retour, elle tendit la chemise à Roy. « Mets ça, ce sera grand, mais ça ira pour le moment. Demain, je te retoucherai quelque chose parmi les vêtements de Thomas. » Roy prit la chemise et la regarda avec hésitation. « C'est une affaire de votre mari. » »« Oui, mais il n'en a plus besoin. Toi, si. » Roy resta là, la chemise à la main, sans bouger. « Je ne peux pas, ce n'est pas correct, ce sont ses affaires. »
Hélène soupira. Roy, Thomas est estimé mort. Ses vêtements sont juste dans un coffre et ne servent à personne. Il vaut mieux qu'ils te servent plutôt que de pourrir avec le temps. Mais c'est là. Il hésitait encore, mais finit par hocher la tête et se rendit dans sa chambre. Quand il revint, la chemise était effectivement trop grande pour lui. Les manches pendaient, le col bâillait, mais elle était chaude et sèche. Hélène le regarda et, un instant, elle crut voir Thomas, la même chemise qu'il portait pour travailler au champ. Le même tissu à carreaux. Son cœur se serra de douleur, mais elle se força à ne rien montrer. « Cote 729, dit-elle d'un ton neutre. En attendant, assieds-toi près du poêle pour te réchauffer. Je vais te préparer un thé au miel. » Roy s'assit sur le banc près du poêle, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Hélène posa une marmite d'étau sur le feu et sortit le miel qu'elle gardait sur une étagère. C'était le dernier pot de l'été, et elle le conservait pour une occasion spéciale. Quand le thé fut prêt, elle en versa une tasse et la tendit à Roy. « Cotosatéen. » Il prit la tasse à deux mains, humant la vapeur, et but une petite gorgée, puis une autre. Son visage se détendit, et Hélène remarqua qu'il fermait les yeux, savourant la chaleur. « Merci, » murmura-t-il. Hélène s'assit en face de lui, se versant une tasse d'eau simple. La pluie tambourinait sur le toit. Le vent hurlait dehors. À l'intérieur, il faisait chaud et calme, avec seulement le crépitement du bois dans le poêle. « Côte 733, dit-elle, après un long silence. « Côte 734. » Il ouvrit les yeux et la regarda avec méfiance. « Côte 735, côte 7. » Roy secoua la tête. « Côte 771. » Hélène hocha la tête. Elle s'attendait à cette réponse. La plupart des enfants de la frontière ne savaient pas lire. Les écoles étaient rentées rares. Et les parents ne voyaient souvent pas l'utilité de l'éducation quand il fallait travailler pour survivre. « Je peux t'apprendre, » dit-elle. « J'ai quelques livres. Pas beaucoup, mais assez pour commencer. Si tu veux, bien sûr. » Roy la regarda avec un tel étonnement, comme si elle lui proposait quelque chose d'impossible. « Côte 711, côte 71, côte 715. » Hélène fit une pause, cherchant ses mots. « Côte 736. » Roy baissa les yeux sur la tasse entre ses mains. « Côte 7 quotas. » Le silence les enveloppa de nouveau. Hélène ne parlait pas souvent de Thomas, c'était trop douloureux. Mais en présence de Roy, il était plus facile d'en parler. Peut-être parce que le garçon ne connaissait pas Thomas et n'essayait pas de la consoler avec des mots vides de sens. « J'aimerais apprendre à lire, » dit Roy doucement, « si vous êtes vraiment prête à m'enseigner. » « Alors nous commencerons demain, après le petit déjeuner, quand tu auras fini tes corvées du matin. » Roy hocha la tête, et un timide sourire apparut sur son visage. C'était la première fois qu'Hélène voyait ce sourire. Sincère, sans l'ombre d'une méfiance. Et à cet instant, elle comprit que la frontière entre eux commençait à s'effacer. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, Hélène sortit un vieil abécédaire avec lequel elle avait appris à lire. Les pages étaient enjaunies, la couverture usée, mais le livre était intact. Elle le posa sur la table devant Roy et l'ouvrit à la première page. « C'est l'alphabet, » dit-elle. « Nous allons commencer par les lettres. Regarde, c'est la lettre A. » Roy se pencha sur le livre, examinant attentivement les symboles. Hélène lui montrait les lettres une par une, les nommant, expliquant leur son. Il répétait après elle, concentré, appliqué. Il apprenait lentement, mais avec persévérance. Hélène le voyait froncer les sourcils quand il n'arrivait pas à mémoriser une lettre. Se mordre la lèvre en essayant de combiner les sons pour former un mot. Mais il n'abandonnait pas. Même lorsqu'il se trompait encore et encore,
Il lui demandait de répéter. Ils étudiaient tous les jours. D'abord une demi-heure, puis 1 heure. Roy apprenait les lettres, les assemblait en syllabes, puis en mots courts. Hélène était une enseignante patiente. Elle n'élevait pas la voix, ne s'agaçait pas quand il se trompait. Elle le corrigeait simplement et lui demandait de réessayer. 2 semaines plus tard, Roy lut sa première phrase. Elle était simple. Le chat est assis sur la clôture. Mais quand il prononça le dernier mot et comprit qu'il l'avait lu lui-même, sans aide, son visage s'illumina. Côte 752. Il regarda Hélène avec un tel enthousiasme, comme s'il venait d'accomplir un miracle. Côte 753. Hélène sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle sourit sincèrement. Côté 750. Il se pencha de nouveau sur le livre, relisant la même phrase, lentement, syllabe par syllabe, mais avec assurance. Et Hélène le regardait, sentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine, quelque chose de chaud, de presque oublié, de la fierté. Elle était fière de lui. Le soir même, alors que Roy dormait déjà dans sa chambre, Hélène était assise à la fenêtre, regardant les étoiles. La pluie était passée, le ciel s'était dégagé, et les étoiles brillaient d'un éclat rare. Elle pensait à Thomas, à ce qu'il aurait dit s'il avait vu Roy dans sa chemise, à sa table, apprenant à lire dans leur vieil abécédaire. Aurait-il approuvé, ou aurait-il dit qu'elle agissait mal en s'attachant à un enfant étranger? Mais Thomas avait toujours été bon. Il aurait compris. Hélène soupira et posa la main sur sa poitrine, là où, sous sa robe, pendait à une chaîne une croix de mariage. La seule chose qui restait de leur union. Elle la serra dans sa paume et murmura dans l'obscurité. Que 755. Personne ne répondit. Seul le vent bruissait doucement dehors. Mais Hélène sentit que le poids sur son cœur s'était à être un peu allégé. Novembre touchait à sa fin lorsque la première véritable épreuve survint. Hélène fut réveillée par des coups à la porte. Il était tôt le matin, avant l'aube. Elle se leva, jeta un châle sur ses épaules et sortit de sa chambre. Roy était déjà près de la porte, habillé, sur ses gardes. « Côte 705 qui » murmura-t-il. « Côte 707. » Hélène s'approcha de la porte et demanda « Qui est celle-là ?»« Shérif McLean, madame. Ouvrez. » Hélène fronça les sourcils. « Le shérif ? Que lui voulait-il à 1 heure si matinale ?» Elle ouvrit la porte. Sur le seuil se tenait un homme grand, d'âge mûr, avec un chapeau usé et une étoile sur la poitrine. Son visage était fatigué, ses yeux attentifs. Côte 760, côte 760. Il regarda par-dessus son épaule, vers Roy, et ses yeux se plissèrent. Côte 762. Hélène sentit la tension monter en elle. Côte 763. Le shérif retira son chapeau et le fit tourner entre ses mains. Côte 564. Hélène sentit le sang quitter son visage. Elle se retourna et regarda Roy. Il était pâle, les yeux écarquillés de terreur. Côte 765, demanda le shérif. Hélène se retourna lentement vers le shérif. Les pensées se bousculaient dans sa tête. Elle pouvait mentir, dire que ce n'était pas le bon garçon. Mais le shérif avait déjà vu Roy, et un mensonge serait inutile. « Oui, dit-elle fermement. C'est lui. Mais il ne doit d'argent à personne. Il travaillait pour ce patron, et celui-ci ne le payait pas. Roy est parti parce qu'on le maltraitait. » Le shérif soupira. « Madame, je comprends vos sentiments, mais la loi, c'est la loi. Si le patron prétend que le garçon lui doit de l'argent, je suis obligé de le ramener. » « Non !» Roy s'avança, la voix tremblante. Côte 70. Le shérif regarda le garçon avec compassion. Côte 771. Hélène s'avança, protégeant Roy de son corps. « Combien prétend-il qu'il lui doit ?»« 20 $. »« 20 ?» Hélène n'en croyait pas ses oreilles.
Côte 116. Hélène savait que c'était un mensonge. Personne ne dépensait 20 dollars pour nourrir un enfant pendant un mois. Mais elle savait aussi qu'il était inutile de discuter. Côte 7, dit-elle. Côte 7. Roy se tourna brusquement vers elle. Côte 7. Mais Hélène était déjà rentrée dans la maison, avait sorti la boîte où elle gardait l'argent de Thomas et avait compté 20 dollars. C'était la majeure partie de ce qui lui restait. Mais elle n'hésita pas. Elle retourna à la porte et tendit l'argent au shérif. Côte 7. Le shérif prit l'argent, le recompta et hocha la tête. « Bien, madame. Je le remettrai au patron. Le garçon reste avec vous. » Il remit son chapeau et se tourna pour partir, mais se retourna sur le seuil. « Madame, vous êtes une femme bonne, mais soyez prudente. Tout le monde en ce monde ne mérite pas la bonté. Ça !» Quand il fut parti, Hélène ferma la porte et s'y adossa. Roy se tenait au milieu de la pièce, le visage blanc comme un linge. « Coteau 7 dit-il d'une voix tremblante. C'était tout votre argent. Maintenant, vous n'avez plus rien pour l'hiver. Ce quoi que... Nancy. Hélène le regarda et s'approcha lentement. Que de certains temps il la regardait, et soudain, son visage se décomposa. Il tomba à genoux et se couvrit le visage de ses mains. Ses épaules se mirent à trembler. Hélène se figea. Elle ne savait pas quoi faire. Ne savait pas comment consoler un enfant qui pleure. Mais alors, elle s'agenouilla à côté de lui et l'entoura doucement de ses bras. « Côte 100, murmura-t-elle. Côte 105, Roy se serra contre elle, et Hélène sentit ses tremblements. Elle le serra plus fort, s'autorisant pour la première fois à être proche de lui. Et à cet instant, elle comprit qu'elle ne pouvait plus faire semblant. Ce garçon lui était devenu cher. L'hiver arriva tôt cette année-là. Début décembre, la première neige tomba, recouvrant les prairies d'un manteau blanc. Le vent devint mordant et glacial, s'infiltrant jusqu'aux eaux. Hélène savait que l'hiver serait rude, surtout maintenant que presque tout son argent avait servi à payer la dette de Roy. Mais elle ne regrettait rien. Pas une seule fois. Après cette matinée où le shérif était venu, quelque chose avait changé entre elle et Roy. Le mur invisible qu'ils avaient tous deux si soigneusement érigé s'était effondré. Roy n'avait plus peur d'être près d'elle. Et Hélène n'avait plus peur de montrer qu'il comptait pour elle. Cela se manifestait par de petites choses. Roy restait parfois dans la cuisine, après le dîner, pour l'aider à faire la vaisselle. Hélène ajustait le col de sa chemise lorsqu'il était mal boutonné. Il lui apportait du bois sans qu'elle le demande, et elle lui préparait son plat préféré, des galettes au miel. Ils ne parlaient toujours pas de leurs sentiments. Hélène ne l'appelait pas son fils, et il ne l'appelait pas sa mère. Mais les mots n'avaient pas d'importance. Ce qui comptait, c'était ce qui se passait entre eux. Une proximité silencieuse et lente, qui grandissait de jour en jour. À la mi-décembre, un événement changea tout définitivement. Hélène fut réveillée en pleine nuit par une toux. D'abord, elle crut que c'était le vent qui soufflait dehors. Mais elle l'entendit de nouveau. Une toux rauque et profonde, venant de la chambre de Roy. Elle se leva rapidement, jeta un châle sur ses épaules et se dirigea vers sa porte. Elle frappa doucement. « Roy, tout va bien ?» La toux se répéta, et elle entendit sa voix rauque. « Oui, madame. Juste un petit rhume. » Hélène n'attendit pas la permission. Elle ouvrit la porte et entra. Roy était allongé dans son lit, couvert jusqu'au menton. Même dans l'obscurité, elle voyait que son visage était rouge et que son front brillait de sueur. « Que tu t'embrasses » dit-elle en s'approchant et en posant la main sur son front. Sa peau était brûlante. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais malade ?»« Je ne voulais pas vous déranger. Je pensais que ça passerait tout seul. » Hélène fronça les sourcils. Bien sûr, c'est ce qu'il pensait. Ce garçon était habitué à tout endurer seul, à ne pas se plaindre, à ne pas demander d'aide.
Que te sentasse. Elle retourna à la cuisine, raviva le feu dans le poêle et chauffa de l'eau. Puis elle prit un chiffon propre, le trempa dans de l'eau fraîche et retourna auprès de Roy. Elle s'assit sur le bord de son lit et appliqua la compresse sur son front. Ça aidera à faire baisser la fièvre, dit-elle doucement. Roy ferma les yeux, et Hélène le vit se détendre à son contact. Elle resta assise à côté de lui, changeant la compresse toutes les quelques minutes, le surveillant. Il semblait si petit à ce moment-là. Pas le travailleur endurant, ni l'adolescent indépendant, mais simplement un enfant malade qui avait besoin de soins. Koto Satan, murmura-t-il sans ouvrir les yeux. Koto Satan, Koto Satan. Elle resta avec lui jusqu'au matin, somnolant sur une chaise à côté de son lit. À l'aube, Roy dormait, mais sa respiration était lourde et la fièvre ne baissait pas. Hélène savait que ce n'était pas un simple rhume, c'était une fièvre, et elle pouvait être dangereuse. Elle prépara une décoction d'herbes qu'elle gardait pour les maladies. Menthe, camomille, racines de gingembre. Elle réveilla Roy et le força à boire toute la décoction, malgré ses protestations sur son amertume. Kotosimit. Roy but en grimaçant, puis se recoucha. Hélène le couvrit d'une couverture supplémentaire et sortit de la chambre, laissant la porte entr'ouverte pour l'entendre s'il appelait. Toute la journée, elle fit des allers-retours entre la cuisine et sa chambre. Elle préparait du bouillon, changeait les compresses, surveillait son état. Roy s'endormait et se réveillait, délirant dans son sommeil. Parfois, il marmonnait des noms qu'Hélène ne connaissait pas, des bribes de phrases sans queue ni tête. Vers le soir, la fièvre monta encore. Roy était dans un demi-délire, son corps brûlant, ses lèvres sèches et gercées. Hélène s'assit à côté de lui, prit sa main dans la sienne et se mit à prier. Elle n'était pas une femme religieuse. Après la mort de Thomas, sa foi en Dieu avait été ébranlée. Mais cette nuit-là, elle pria comme elle ne l'avait jamais fait. « Kotsina » murmura-t-elle dans l'obscurité. « Ne me le prenez pas, s'il vous plaît. » La nuit fut longue et effrayante. Hélène ne dormit pas, tenant la main de Roy, essuyant la sueur de son visage, changeant les compresses. Elle avait peur de s'éloigner ne serait-ce qu'une minute, craignant que s'il elle fermait les yeux, il partirait, comme Thomas était parti. Mais à l'aube, la fièvre commença à baisser. La respiration de Roy se régularisa, son visage devint moins rouge. Hélène posa la main sur son front et sentit qu'il était plus frais. Le soulagement l'envahit avec une telle force qu'elle laissa tomber sa tête sur le bord du lit et se mit à pleurer. Doucement, pour ne pas le réveiller mais sans se retenir. Elle pleurait de soulagement, de fatigue, de la peur qui lui serrait encore la poitrine, et de la prise de conscience qu'elle ne pouvait plus prétendre que ce garçon lui était indifférent. Il était devenu sa famille. Quand Roy se réveilla enfin, il faisait déjà jour. Hélène somnolait sur la chaise, la tête dans les mains. Il la regarda et l'appela doucement. « Kotekin ». Elle se réveilla instantanément et leva la tête. « Kote bien ton makotata ». Hélène posa la main sur son front pour vérifier. Oui, la température avait baissé. « Kotuitsonnash » souffla-t-elle. « Kotuitins ». Roy baissa les yeux, l'air coupable. « Pardon, je ne voulais pas. » « Ne t'excuse pas. Simplement, ne me cache plus quand tu ne vas pas bien. Promets-le seul. » Promis. Hélène se leva en s'étirant. Son dos était endolori par la position inconfortable. Cote 809. Elle alla à la cuisine et se mit au travail. Elle préparait un bouillon de poulet, coupant des légumes, ajoutant des herbes. Ses mains bougeaient automatiquement, mais ses pensées étaient ailleurs. Elle pensait à ce qu'elle avait ressenti la nuit précédente. Cette peur qu'il meure, cette douleur à la seule idée de le perdre. C'était la même douleur qu'elle avait ressentie à la mort de Thomas. Et cela l'effrayait. Car si elle s'attachait si fort à Roy, que se passerait-il quand il grandirait et partirait?
Les enfants grandissaient, ils quittaient la maison, trouvent leur propre chemin, et elle se retrouverait de nouveau seule. Mais quand elle retourna dans sa chambre avec une assiette de bouillon et vit son regard reconnaissant, toutes ses craintes s'envolèrent. Advienne que pourra. Pour l'instant, il était là. Pour l'instant, il avait besoin d'elle. Et cela suffisait. Roy fut malade pendant près d'une semaine. Hélène prit soin de lui sans relâche. Elle le nourrissait, lui donnait des médicaments, restait à ses côtés quand il se sentait mal. Peu à peu, il se rétablit. Et à la fin de la semaine, il pouvait déjà se lever. Le premier jour où il put sortir de sa chambre, il découvrit qu'Hélène avait déplacé le fauteuil de sa chambre dans la sienne. Un vieux fauteuil moelleux où Thomas s'asseyait autrefois. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda Roy. « Pour que je sois plus à l'aise pour m'asseoir avec toi quand tu es malade, » répondit simplement Hélène. Roy regarda le fauteuil, puis elle, et quelque chose brilla dans ses yeux, de la compréhension, de la gratitude, et autre chose qu'il ne pouvait exprimer par des mots. « Quot bis » dit-il doucement. « Quot bassoche ?» Hélène s'approcha et posa la main sur son épaule. « Tu m'as déjà remercié, Roy, en restant, Montai, Nimisti, Masita. » Quand il fut complètement rétabli, Noël arriva. Hélène n'avait jamais célébré Noël avec faste. Après la mort de Thomas, les fêtes avaient perdu leur sens pour elle. Mais cette année-là, elle décida de faire quelque chose de spécial. Pour Roy. Elle prépara une tarte aux pommes qu'elle avait fait sécher à l'automne. Elle fit rôtir un poulet qu'elle avait tué spécialement pour l'occasion. Elle dressa la table avec une nappe blanche qu'elle n'avait pas sortie depuis son mariage. Roy regarda la table avec émerveillement. Ils s'assirent à table, et Hélène leur servit à tous deux du cidre de pomme qu'elle avait préparé à l'automne. Elle leva son verre. « À de nouveaux départs, » dit-elle. Roy leva son verre, et ils trinquèrent. Le son fut léger mais significatif. Ils mangèrent lentement, savourant le repas et le silence. Hélène lui raconta comment elle célébrait Noël dans son enfance. Roy écoutait attentivement, posant des questions, riant de ses histoires. Après le dîner, Hélène sortit de sa chambre un paquet enveloppé dans du tissu et le posa devant Roy. « C'est pour toi. » Roy regarda le paquet avec perplexité. « Pour moi ? Mais je n'ai rien préparé pour vous. » « Ce n'est pas nécessaire. Ouvre-le. » Il déballa soigneusement le tissu et découvrit à l'intérieur une chemise neuve. Hélène l'avait cousue elle-même, avec des chutes de tissu trouvées dans le coffre. Elle y avait travaillé la nuit, pendant que Roy dormait, pour que la surprise soit totale. La chemise était simple, bleu foncé, mais solide et neuve. Roy la regardait sans dire un mot. « Et c'est là, » dit Hélène. « Voyons si elle te va. » Il se leva, enleva sa vieille chemise et enfila la nouvelle. Elle lui allait parfaitement, ni trop grande, ni trop petite. « Alors ?» demanda Hélène. Roy se tourna vers elle, les yeux brillants de larmes. « Elle est parfaite. Merci, Hélène. Personne ne m'a jamais rien offert de neuf. » Hélène sourit, sentant une chaleur dans sa poitrine. « Maintenant, tu as ta propre chemise, pas celle de Thomas, mais la tienne. » Roy s'approcha d'elle et, soudain, la serra dans ses bras, fortement comme un enfant, le front appuyé contre son épaule. Hélène se figea un instant, puis le serra en retour. Elle lui caressa les cheveux, le sentant trembler. « Merci, » murmura-t-il. « Merci pour tout. » « De rien, »
répondit-elle doucement. Tu le mérites. Ils restèrent ainsi longtemps, enlacés au milieu de la cuisine. Et Hélène comprit que c'était un de ces moments qui restent gravés à jamais. Cette nuit-là, alors que Roy dormait, Hélène était assise à la fenêtre, regardant les étoiles. La neige tombait doucement dehors, recouvrant la terre d'un manteau blanc. Elle pensait à la façon dont sa vie avait changé en quelques mois. Comment une maison vide s'était remplie de sens. Comment la solitude avait reculé devant la chaleur d'une simple présence humaine. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait. Ne savait pas comment ils survivraient à l'hiver avec le peu d'argent qu'il leur restait. Ne savait pas si Roy resterait avec elle pour toujours ou s'il partirait un jour. Mais cette nuit-là, elle ne pensait pas à l'avenir. Elle était simplement reconnaissante pour le présent. Pour la lumière qui brillait de nouveau dans sa maison. Pour les 2 assiettes sur la table au lieu d'une seule. Pour les bruits d'une autre vie à côté d'elle au réveil. Hélène Gray n'était plus seule. Et c'était le plus beau cadeau qu'elle pouvait recevoir. L'hiver fut rude. La neige formait une épaisse couche, le vent hurlait la nuit, s'infiltrant par les fissures des murs. Le bois de chauffage s'épuisait plus vite qu'Hélène ne l'avait prévu. La nourriture aussi. Elle essayait de rationner les provisions, mais il fallait nourrir 2 personnes, pas une seule. En février, l'argent était presque épuisé. Hélène passait des nuits blanches, calculant mentalement ce qu'il leur restait. Assez pour tenir jusqu'au printemps, ou non. Mais elle ne montrait pas ses inquiétudes à Roy. Le jour, elle souriait, préparait les repas, lui apprenait à lire, parlait de choses simples avec lui. Elle ne voulait pas qu'il se sente comme un fardeau, ne voulait pas qu'il pense qu'il était la cause de ses problèmes. Car ce n'était pas vrai. Roy n'était pas un fardeau, il était son salut. Un matin, alors qu'Hélène pétrissait la pâte dans la cuisine, Roy entra et se tint silencieusement à côté d'elle. Elle sentit son regard et se retourna. « Quoi tu vitran ?» Il hésita, puis dit « Quoi tu as trois ?» Hélène s'arrêta, les mains dans la pâte. « Roy, donnez-moi du travail, » l'interrompit-il. Quote 834. Hélène secoua la tête. Quote 835, quote 836. La voix de Roy était empreinte de désespoir. Quote 837. Hélène s'essuya les mains sur son tablier et s'approcha de lui. Elle posa les mains sur ses épaules, le forçant à la regarder. Quote yatimi, quote wati. Quote ikate Roy la regardait, et dans ses yeux se lisaient la gratitude et la culpabilité. Quote yataka, nia, murmura-t-il. Hélène sourit doucement. Que tu candes. Elle retourna à sa pâte et Roy resta là la regardant. Puis il dit doucement « Kotuyatri ». Hélène sentit sa gorge se serrer. « Kotuyaknatanse ». Février laissa place à mars et le froid commença à reculer. La neige fondait, révélant la terre noire. Les ruisseaux se mirent à murmurer. Les oiseaux revinrent des pays chauds. Le printemps arrivait, lentement mais sûrement. Hélène et Roy avaient bien survécu à l'hiver. Maigrés, fatigués, mais vivants. Et ensemble. Quand la terre fut suffisamment dégelée, ils commencèrent à préparer le potager. Roy bêchait les parcelles et Hélène semait les graines. Carottes, pommes de terre, haricots. Ils travaillaient côte à côte, en silence. Mais il y avait une harmonie dans ce silence. Un soir, alors qu'ils avaient fini leur travail et étaient assis sur le porche à regarder le coucher du soleil, Roy demanda « Quote 45 ?» Elle le regarda, surprise. « Quoi tu t'es un quoi tu as cet un ?» Hélène resta silencieuse un long moment, cherchant ses mots. Puis elle dit « Quote miscarambit ?» Elle se tourna vers lui. « Quote 849 ?» Roy baissa les yeux, et Hélène vit ses lèvres trembler. « Quote 800 ?» dit-il d'une voix rauque. « D'être venu ici, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. » Ils restèrent assis côte à côte, épaule contre épaule, regardant le ciel se teintèrent d'orange et de rose. Le vent était doux, une odeur de terre dégelée et d'herbes jeunes flottait dans l'air.
Que 352 dit Roy après un long silence. Que 853, que 104. Que tu... Hélène se figea. Elle ne s'attendait pas à cette question, n'y était pas préparée. Voyant son silence, Roy se hâta d'ajouter. « Si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. J'ai juste pensé, vous avez tant fait pour moi. Vous êtes la seule personne qui ait jamais vraiment pris soin de moi. Et j'aimerais vous appeler comme ça. Mais si ce n'est pas correct, alors... » Roy, l'interrompit Hélène, la voix tremblante d'émotion. Tu peux m'appeler comme tu veux. Et il la regarda avec espoir. Vraiment? Vraiment. Je serais heureuse que tu m'appelles maman. Roy sourit lentement, un sourire large, sincère, comme celui des enfants qui reçoivent quelque chose de très important. Merci à moi, maman. Hélène sentit ses yeux s'embuer de larmes. Elle le serra dans ses bras, et Roy la serra en retour. Que tu crois, murmura-t-elle. Que te 23, répondit-il. Ils restèrent ainsi longtemps enlacés, jusqu'à ce que le soleil se couche et que la nuit tombe. Le printemps se s'épanouissait de jour en jour. Le potager verdoyait, les pousses perçaient la terre, s'étirant vers le soleil. Les poules se remirent à pondre, et Hélène vendait les œufs aux voisins, gagnant un peu d'argent. La vie reprenait son cours. Roy continuait d'apprendre à lire, et à la fin du printemps, il pouvait déjà déchiffrer des textes simples. Hélène était fière de lui. Il s'appliquait tellement, travaillant avec acharnement sur chaque mot. Un jour, il vint la voir avec une feuille de papier, sur laquelle étaient écrites quelques mots d'une écriture maladroite et hésitante. « Maman, j'ai écrit ça tout seul. Pouvez-vous vérifier ?» Hélène prit la feuille et lut. « Merci pour tout. Tu es la meilleure maman du monde. » Elle regarda Roy, et les larmes lui montèrent de cette manière de nouveau aux yeux. « C'est magnifique, Roy. Tu as bien travaillé. » Il rougit de plaisir. « Je voulais écrire plus, mais je ne sais pas encore le faire. Mais quand j'aurai appris, je vous écrirai une longue lettre. » Hélène plia soigneusement la feuille et la rangea dans la boîte, où elle gardait ses objets les plus précieux, la croix de mariage, les lettres de Thomas, de vieilles photographies. « Je la garderai pour toujours, » promit-elle. Mais apporta la chaleur et beaucoup de travail. Le potager exigeait un entretien constant. Arrosage, désherbage, surveillance des nuisibles. Roy travaillait sans relâche, et Hélène le voyait changer. Il avait grandi, s'était fortifié. Ses épaules s'étaient élargies, ses bras s'étaient musclés. Son visage avait hâlé au soleil, et la douceur de ses traits d'enfant commençait à laisser place aux angles de l'adolescence. Mais ce qui avait le plus changé, c'était ses yeux. La méfiance, la peur qui s'y lisait à son arrivée, avait disparu. Maintenant, il reflétait l'assurance, la sérénité, le bonheur. Hélène aussi avait changé. Elle avait recommencé à prendre soin d'elle. Elle se coiffait, portait des robes propres, souriait. Les voisins, lorsqu'ils la croisaient en ville, disaient qu'elle avait rajeuni, comme si un poids lui avait été enlevé des épaules. Et c'était vrai. Le poids de la solitude, du chagrin, du désespoir, tout cela avait disparu. Début juin, le shérif McLean arriva à la maison. Hélène sortit sur le porche, s'essuyant les mains sur son tablier, tandis que Roy se tenait à ses côtés, se rapprochant instinctivement. « Côté qui sont ressondas » dit le shérif, en retirant son chapeau. « Côté 505, côté 161, ça. » Le shérif regarda Roy, puis de nouveau Hélène. « Côté 570. » Hélène se tendit. « Côté 15. Côté 150. »
Le cœur d'Hélène se serra. « Vous voulez l'emmener ?»« Non, madame. Je veux que vous régularissiez la situation. Je peux vous aider. Il suffit d'aller au tribunal du comté et de déposer une demande. Le juge approuvera la tutelle s'il constate que le garçon vit dans de bonnes conditions. Et je témoignerai que c'est le cas. » Hélène souffla de soulagement. « Vous nous aiderez ?»« Oui, madame. Je vois que le garçon est bien avec vous. Il a changé depuis qu'il est ici. Il est en meilleure santé, plus heureux. Vous vous occupez bien de lui. Je ne veux pas briser cela. » Hélène regarda Roy. Il la fixait avec un mélange d'espoir et de peur. « répondit-il sans hésiter. Hélène se tourna vers le shérif. Le lendemain, ils se rendirent à la ville du comté. Le trajet dura plusieurs heures, et Roy resta silencieux tout le long, les mains crispées sur ses genoux. Hélène vit sa nervosité, et il lui prit la main. « toi, dit-elle doucement. Au tribunal, ils furent reçus rapidement. Le juge, un homme âgé à la barbe grise, écouta leur histoire, posa quelques questions. Puis, il regarda Roy. « Cote 837, Kotuka. » Juge hocha la tête et se tourna vers Hélène. « Le juge prit une plume, signa le document et y apposa un sceau. Hélène sentit ses jambes flageoler de soulagement. Roy lui serra la main et elle vit ses yeux briller de larmes. « murmura-t-il. « Quand ils rentrèrent à la maison, le soir tombait déjà. Roy alla directement à la grange pour chercher du bois pour la nuit, tandis qu'Hélène resta dans la cour, regardant sa maison. Cette petite maison modeste qui, 6 mois plus tôt, lui semblait être une prison, un lieu où elle mourait lentement de solitude. Et maintenant, c'était un foyer, un vrai foyer, où vivait une famille. Roy revint avec une brassée de bois et s'arrêta à côté d'elle. « Que t'es sens, répondit Hélène. Roy sourit. Hélène passa un bras autour de ses épaules, et ils entrèrent ensemble dans la maison. À l'intérieur, il faisait chaud et confortable. Le dîner cœur était sur la table. Le bois crépitait dans le poêle. Leurs quelques affaires étaient rangées sur les étagères. C'était leur maison, leur vie. Et pour la première fois depuis longtemps, Hélène Gray se sentait vraiment heureuse. Elle n'était plus une veuve solitaire qui avait tout perdu. Elle était une mère. Elle avait un fils et elle avait un avenir. Cette nuit-là, alors que Roy dormait, Hélène sortit sa boîte et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient les lettres de Thomas, sa photo, la croix de mariage. Et maintenant, une feuille de papier avec des lettres maladroites. « Merci pour tout. Tu es la meilleure maman du monde. » Elle caressa ses mots du doigt et murmura dans l'obscurité. Côte, dehors. Le vent bruissait, et Hélène sentit une chaleur dans sa poitrine, comme si Thomas l'avait entendue et lui avait répondu. Elle referma la boîte, éteignit la bougie et se coucha. Demain serait un autre jour. De nouvelles tâches, de nouvelles joies, de nouveaux moments qu'ils vivraient ensemble. Et Hélène Gray n'avait plus peur de l'avenir. Parce que maintenant, elle le savait. Elle n'était pas seule. Et ne le serait plus jamais. 5 ans passèrent. Hélène se tenait sur le porche, regardant la route où la poussière se soulevait. Roy revenait des champs. Il avait 18 ans et n'était plus le garçon maigre et effrayé qui avait un jour frappé à sa porte. C'était maintenant un jeune homme, grand, robuste, à la démarche assurée et au regard calme. Il arriva sur une charrette chargée de sacs de céréales qu'ils avaient cultivés sur une parcelle louée. Au fil des ans, ils avaient beaucoup travaillé. Agrandi le potager, augmenté le nombre de poules, acheté une vache. La vie n'était toujours pas facile, mais ils s'en sortaient, ensemble. « Côté 900,
dit Roy en sautant de la charrette avec un large sourire. Hélène lui sourit en retour. Ses cheveux avaient blanchi, ses rides s'étaient creusées, mais ses yeux n'étaient plus fatigués. Ils brillaient aînés de vie. Que 902, Roy s'approcha et la serra dans ses bras, une étreinte forte et filiale. Tout ce que je suis devenu, je vous le dois, maman. Vous m'avez donné une chance. Vous m'avez donné un foyer. Hélène se serra contre lui, remplie de chaleur et de gratitude. « Et toi, tu m'as donné une raison de continuer à vivre, » murmura-t-elle. Ils restèrent ainsi, enlacés, sur le porche de la petite maison qui avait depuis longtemps cessé d'être un lieu de solitude et de chagrin. C'était maintenant une maison remplie d'amour. Une maison où une veuve solitaire avait trouvé un fils, et où un orphelin avait trouvé une mère, et où tous deux avaient trouvé une famille.